Martha du Creux de l'Outaouais, du coup. Je vais sauter du coup sur la partie collecte de données caractérisation avec Nielsen. Donc, dans cette étape, on va vraiment passer à travers les importantes choses à prendre en compte lorsque vous faites une collecte de données avant un projet de verdissement dans les ICI. Donc, il va vous permettre d'établir un portrait de votre terrain, puis des enjeux aussi qui existent dessus et surtout de récolter toutes les informations qui vont être pertinentes pour anticiper toute possibilité d'aménagement. Fait que dans cette partie, on va passer à travers le diagnostic préliminaire d'abord, puis les éléments à prendre en compte lors d'une collecte de données, les freins et les contraintes qu'on a pu rencontrer, la sélection des aménagements, puis des apprentissages et une petite étude de cas à la fin qui va un peu plus illustrer ce qui va être abordé dans cette partie. Donc, la première étape, juste après l'amorce de votre projet, donc juste après le premier contact que vous aurez eu avec le propriétaire et qu'il y a vraiment un intérêt qui s'est manifesté, ça va être d'offrir un premier diagnostic préliminaire. Donc, la visite de terrain, c'est primordial, c'est important à faire avant de proposer un plan préliminaire, que ce soit juste vous, le chargé de projet ou votre équipe de projet à l'interne. Ça peut aussi être fait avec d'autres parties prenantes à l'externe si jamais votre projet prend en compte, par exemple, de l'ingénierie ou que vous avez un partenaire de plantation à l'externe. Ce sera important d'aller sur le terrain avec eux. Donc, de vraiment connaître votre milieu d'intervention et aussi de localiser tous les éléments qui vont permettre de définir un portrait global de votre site. Ça va aussi vous permettre de mieux comprendre les enjeux qui se trouvent sur le terrain ciblé et de proposer du coup des aménagements adéquats. Pour les éléments à considérer lors de ce diagnostic préliminaire, de cette première collecte de données, ça va vraiment être d'identifier toutes ces étapes-là qui sont sur l'écran. Donc d'abord les conditions écologiques et climatiques de votre terrain. Donc ça va être important dans cette sous-section de mettre en lumière en fait l'importance d'évaluer d'abord la qualité du sol sur lequel vous allez intervenir, donc de comprendre quel type de sol on a à faire, quel est son pH, est-ce qu'on a un sol plutôt limoneux, argileux, c'est tous des éléments importants à comprendre aussi avant de sélectionner des végétaux. Et aussi de prendre en compte la présence d'autres facteurs écologiques, donc la biodiversité locale, est-ce qu'on a une faune, une flore existante sur notre terrain, puis comment notre projet va aussi impacter cette faune et cette flore-là. Quelle est la température aussi qu'on retrouve sur notre site, est-ce qu'on est plus dans une zone avec des forts îlots de chaleur? Est-ce on est proche aussi d'une zone avec une forte canopée? Est-ce qu'on a des vents forts qui sont touchés dans notre secteur? Est-ce qu'on a des saisonnalités de pluie aussi qui peuvent impacter les végétaux qui vont être sélectionnés? Donc, c'est des éléments importants aussi à considérer. Puis, je l'ai déjà dit, l'humidité, donc qui est plus reliée aussi au type de sol sur lequel on va travailler. Ensuite, la topographie du terrain, donc de savoir quel type de terrain on a. Donc, avant de planter les arbres, c'est crucial de comprendre la configuration du terrain, les pentes, les orientations, exposition du soleil, pour déterminer aussi la circulation de l'eau. Donc, certaines espèces d'arbres nécessitent des conditions spécifiques d'ensoleillement et une gestion de l'irrigation qui va vraiment dépendre donc, de la topographie du terrain sur lequel on va intervenir. Donc, c'est important de faire cette première étude-là, de savoir aussi est-ce qu'on a des zones d'humidité, des zones plus inondables, puis aussi est-ce qu'on a des problèmes de drainage, par exemple, sur ce terrain-là. Alexandre l'a mentionné tout à l'heure sur la contamination des sols, particulièrement en zone industrielle, c'est un enjeu. Donc, ce sera important de comprendre aussi quel est l'historique de notre terrain. Est-ce qu'on se trouve sur une zone qui pourrait potentiellement être contaminée et affecter du coup nos plantations? Donc, juste de garder ça en tête et de prévoir en amont aussi de faire une étude de sol ou des analyses de contamination si c'est nécessaire. Finalement, l'accès et la logistique, donc de s'assurer qu'on a un site aussi qui est accessible pour le transport du matériel de plantation, pour s'assurer que le site est ouvert au public aussi, et aussi de vérifier la proximité des infrastructures. Donc, on ne veut pas non plus une plantation qui va venir nuire à des structures qui sont déjà existantes ou ne pas ou rentrer en compétition pour des ressources. Donc, c'est important de savoir quel est l'environnement autour de notre site. Donc, que ce soit les routes, les bâtiments, les réseaux d'irrigation, etc.
Merci. Donc, dans tous ces processus-là, il y a quand même des freins et des contraintes qu'il faut absolument considérer. D'un côté, on a la question du manque de temps qu'on peut expérimenter. Donc, tous les éléments que tu as mentionnés, Diarra, c'est vraiment des éléments pour lesquels il faut faire une recherche, une cueillette de données exhaustive. Mais il faut vraiment le faire assez en avance, suffisamment en avance pour avoir un portrait vraiment complet parce que on peut se retrouver devant des situations un peu fâcheuses. Tu sais, mettons qu'on n'a pas fait encore une étude sur la qualité des sols, on va planter. C'est très peu invraisemblable que ça va arriver, mais c'est déjà arrivé à certains de nos partenaires. Ils ont planté, qui étaient un peu moins expérimentés. Là, ils ont planté, finalement, les végétaux n'ont pas survécu parce que ils avaient sauté l'étape de l'analyse des sols, puis une évaluation environnementale des sites a prouvé qu'il y avait eu des activités vraiment hyper contaminantes il y a 20-30 ans. Donc, d'où vraiment l'importance de gagner du temps ou éviter justement les enjeux de manque de temps. Les manques de ressources aussi, ça peut être un problème. Parfois, quand on arrive et on fait du démarchage, on a certains financements qui ne sont pas encore confirmés. Donc, évidemment, ça peut être une contrainte, certains financements anticipés qui sont non obtenus, ou aussi le manque d'engagement du client. Ça nous est arrivé, pas dans le cadre de ce projet ici, mais dans le cadre d'un projet de la campagne ILO. On finançait aussi les plans d'aménagement. On est allé voir un stationnement dans Montréal-Nord, la personne était hyper partante, on va le refaire. Yeah. On a payé le plan, sauf qu'une fois que les plans étaient faits, la personne a décidé de ne plus aller de l'avant avec, avec les projets de verdissement, ce qui était vraiment dommage parce que les plans, ça coûte quand même des sous, faire un plan. On n'était pas protégé contre ce genre de choses-là. Mais effectivement, ce type, puis il n'y a pas vraiment moyen d'obliger un partenaire à ce stade-là, en tout cas, au niveau de l'expérience qu'on avait à ce moment-là, à y aller de l'avant malgré son refus finalement subséquent. Le manque de ressources matérielles aussi, si on n'a pas prévu suffisamment d'avance de réserver de la machinerie, réserver des végétaux auprès d'une pépinière, ça peut être problématique. Même chose pour les ressources humaines. Puis, bon, vraiment la difficulté à identifier les infrastructures souterraines, on ne les mentionnera jamais assez. Je pense que c'est vraiment très important. Ça peut avoir un impact vraiment important sur l'échéancier. Et puis, n'hésitez pas à aller chercher vraiment l'information. On parle beaucoup d'info-excavation, mais aussi les municipalités qui disposent de ce genre d'informations-là. Habituellement, les propriétaires du site aussi ont un plan d'infrastructure souterraine qui devrait rendre disponible. Ça peut s'appeler plan de localisation, carte de réseau technique urbain, plan d'implantation des services. Bref, ça peut changer de nom d'un lieu à un autre, mais c'est important de mettre la main sur ce type de matériel-là. Ensuite, au niveau de la sélection des aménagements, évidemment, les objectifs et les bénéfices sont quand même bien connus. La réduction des îlots de chaleur urbains, qui est une des priorités. La gestion des eaux de pluie, que ce soit au niveau de l'infiltration, la réduction du ruissellement. Améliorer la biodiversité, ça demeure vraiment un objectif de plus en plus populaire aussi. Idéalement, on privilégie des plantes indigènes, des habitats pour la faune. Des plantes indigènes, ça va avoir comme conséquence aussi un entretien plus facile, donc ça va coûter moins cher au final. Et on recherche à justement améliorer la qualité de l'air et le bien-être des employés et des clients et les marches et l'attractivité pour l'entreprise. Donc, certification environnementale, responsabilité sociale, etc. Et parmi les critères de sélection des aménagements que vous pouvez proposer, bon, évidemment, il faut qu'ils soient bien adaptés au site. Tu l'as mentionné, là, il y a une panoplie de facteurs qu'il faut regarder. Donc, les choix des espèces qui soient les plus résilientes possibles, tolérantes aux conditions urbaines ou à une trop grande présence d'eau, par exemple, sur les sites, ou à certains polluants, etc., notamment au niveau de l'air. Et petite parenthèse, avec les creux puis les MTQ, on avait fait un guide des aménagements pour les emprises autoroutières. C'était fait avec l'UQAM, les MTQ et les creux. Puis, c'est un guide vraiment intéressant parce que ça met en lumière justement quels sont les végétaux, quelles sont les essences végétales qui sont les plus résistantes à un niveau de proximité par rapport à la circulation, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment un outil qui existe sur la plateforme web du Creux, qui est disponible pour tous si jamais vous êtes intéressé. Mais c'est un exemple à quel point c'est important de bien choisir les végétaux parce qu'ils ne survivent pas tous dans les mêmes conditions. Euh, on parle de faible entretien et durabilité, l'intégrer aux infrastructures existantes. Ça peut être des toitures, des stationnements, des façades, des clôtures. Bref, il y a plusieurs manières de le faire.
Puis, accessibilité, sécurité, ça, on en parle moins souvent. Ça revient moins souvent dans nos rencontres avec les clients, mais c'est à nous aussi de les mettre de l'avant. Il y a des essences qui sont quand même assez allergènes ou toxiques qu'on évite de plus en plus. Puis, tenir compte aussi des flux de circulation au sein d'un site. Je pense particulièrement à un stationnement. Là, oui, à la circulation des voitures, mais aussi les flux piétons au sein d'un lieu. Ça peut influencer les types de végétaux qu'on va planter. Coût et financement, subventions disponibles, retour à l'investissement. Voilà pour cette partie-là. Et puis, type d'aménagement adapté au ICI. Bon, évidemment, il y a la végétalisation des toits, toits et murs, ça c'est vraiment, c'est plus rare. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de faire des toits verts, c'est quand même très, très rare, mais ça fait partie des possibilités. C'est des coûts vraiment très élevés, mais aussi la possibilité de faire des plantations sur bac. On n'a pas besoin de les planter directement sur les toits. Là. Il y a des manières plus soft si on veut déplanter un toit, mais encore là, ça demeure très, très rare. L'aménagement des bandes végétalisées, des noues drainantes, bien entendu, pour la gestion des eaux de pluie. La plantation d'arbres et d'arbustes stratégiques là, pour les objectifs d'ombrage et filtration de l'air. Des jardins pluviaux, des infrastructures vertes un peu comme celles qu'on voit ici. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent les plateaux Mont-Royal, il y a la place Fleur des Macadam, qui est une ancienne station d'essence, qui est devenue une place, un pluvioparc. Ça, c'est une image réelle, ça, c'est une vue évidemment verticale, qui a vraiment fait ses preuves. Donc, c'est un genre d'infrastructure qui, à plus petite échelle, donc via des bassins de biorétention, peuvent s'inclure dans le cadre d'un projet, justement, dans une ICI. Évidemment, ça, c'est un exemple vraiment poussé à l'extrême. Ce n'est pas ça que vous allez aménager, mais ça démontre quand même la pertinence de plus en plus des compter sur ces espaces-là. Puis, des espaces multifonctionnels aussi, aires de repos, terrasses végétalisées. Bien que l'immobilier n'est pas admissible pour ce financement ici, il y a toujours moyen d'aller chercher du financement complémentaire si vous avez cette chance-là pour l'aménagement des pergolas, pour l'aménagement des bancs, des tables de pique-nique pour des aires de repos ou des espaces de socialisation. Je pense que... Ouais. Je reviens juste à ce que je mentionnais plus tôt sur les éléments à prendre en compte pour le diagnostic préliminaire. Je ne l'ai pas dit, mais ça a déjà été dit par Alexandre, je pense, concernant l'impact environnemental puis réglementaire. Ça va être important de vérifier s'il y a des restrictions locales aussi sur le terrain où vous allez intervenir. Puis de savoir, est-ce que vous êtes proche de réserves naturelles, par exemple, ou des espaces qui sont menacés, qui peuvent être respectés. Puis finalement aussi de savoir quel sera l'impact sur la biodiversité locale. Donc pour mieux vous guider, on va dire, dans le choix des espèces là. Donc de savoir quels sont les végétaux qui existent déjà dans votre terrain et comment votre plantation peut être bénéfice à l'écosystème de manière générale. Ça m'amène à parler justement des apprentissages puis des leviers qui sont importants à prendre en compte aussi dans la collecte de données. Nissan l'a déjà mentionné, la planification et des conceptions adaptées, donc d'assurer aussi de mettre le maximum de temps dans cette partie-là de collecte de données et de mobiliser toutes les parties prenantes, donc que ce soit à l'interne ou à l'externe, toutes les personnes qui vont intervenir sur ce projet-là doivent être déjà mobilisées à cette étape-ci. Un montage financier aussi qui est efficace, c'est important pour la collecte de données. Puis, comme je le mentionnais, une conformité avec les réglementations locales et un suivi assez régulier, on va dire, des plantations et de leur entretien par la suite. Donc, il va venir conclure un peu tout ce qui a déjà été collecté jusqu'ici. Au niveau des freins, ce qui pourrait poser problème, ce serait un montage financier trop élevé, par exemple, ou des réglementations qui sont trop restrictives en termes de variété végétale. Donc, ils vont limiter aussi le nombre d'espèces qu'on peut aller chercher, puis le type d'aménagement qu'on peut mettre en place. L'obtention de permis trop lente aussi, qui va venir retarder notre échéancier, ou la résistance des propriétaires et de la population. Donc, aussi une pauvre connaissance du site. Là, je passe rapidement dessus, il me reste 1 minute, donc je vais juste passer au dernier exemple pour illustrer un peu ce que j'expliquais plus tôt concernant une pauvre connaissance du site ou un manquement au niveau de la mobilisation, par exemple, du propriétaire. C'est un exemple très typique qu'on a eu à vivre au Creux de l'Outaouais, donc concernant un projet ICI.
c'est l'exemple du coup de la vitrerie de la Vallée et de la garderie Les Amis de la Vallée, qui ont décidé donc de suivre notre programme Ici c'est vert, pour planter sur leur terrain ainsi que sur leur installation adjacente, qui est donc une garderie privée. Donc on avait 2 terrains à verdir et l'objectif était de planter une rangée de saules arbustifs à croissance rapide du côté sud sur le long de l'autoroute que vous ne verrez pas sur ces cartes, mais qui se trouve à proximité. Et l'objectif était donc de réduire le bruit et ultimement de cacher la vue. Malheureusement, on a rencontré quelques soucis en amont du projet, donc au niveau aussi de la collecte de données. Ça a pris énormément de temps et d'aller-retour avec le propriétaire pour identifier les plans d'infrastructure souterraines qu'ils avaient à leur disposition, mais pour des raisons multiples, ça a pris énormément de temps pour arriver vers nous. Résultat, il y a eu un boyau d'arrosage souterrain qui n'avait pas été identifié sur les plans que nous avons reçus. Et au moment de l'excavation des tranchées, malheureusement, il y a eu un bris de matériel. La conséquence, c'est qu'il y a eu des frais supplémentaires qui ont dû être engagés, que l'entreprise a accepté de prendre en charge, bien sûr, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est pour montrer un exemple de choses qui peuvent arriver comme ça quand il y a un manquement au niveau de l'identification des infrastructures souterraines et ultimement aussi de ce rapport-là avec le propriétaire. Donc, de s'assurer qu'on a vraiment tous les éléments qu'il nous faut. Et c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on aurait pu prévoir d'avance, mais ce qu'on aurait pu faire peut-être, c'était d'aller avec notre idée originale de trouver un localisateur privé et de refaire toute la localisation en amont. Donc, c'est juste pour vous donner cet exemple-là. Je pense que mon temps est fini. Ouais, OK. On a une question ici. Question. On a parlé des évaluations environnementales, le site, la contamination, risque. Est-ce que vous avez des outils pour... je sais qu'il existe une cartographie, on pourrait voir avec les municipalités, mais avez-vous comme un guide là, de qu'est-ce qu'il faut regarder? En avez-vous à disposition? Je ne sais pas. Je pense qu'il existe un outil au niveau du gouvernement du Québec pour... Oui, il y a un répertoire des sites contaminés officiels, mais du potentiel de contamination. Tu sais, qu'est-ce qu'il faut regarder, mettons, avez-vous comme un guide, quelles sont les étapes à regarder pour faire pas une évaluation environnementale phase 1, là, on s'entend, on n'est pas là, mais en amont de ça pour savoir si c'est nécessaire d'en faire un ou s'il faudrait qu'il en fasse un. Ou... Ouais, c'est vrai. Puis je pense que ça dépend aussi un peu de l'historique du terrain que tu as ciblé. Si c'est un terrain assez industrialisé, puis avec un historique, par exemple, d'usine ou de station d'essence ou peu importe, là, c'est sûr qu'il y a peut-être un potentiel de contamination qu'il faudrait regarder. Avez-vous eu en faire, maintenant, à regarder ou à... Non, je n'ai pas vraiment eu vraiment des gros enjeux de contamination, mais ce que je peux dire aussi, c'est que une recherche de la photographie aérienne par photo-interprétation, tu peux quand même reculer assez loin dans le temps pour évaluer s'il y avait des activités polluantes, parce que parfois le propriétaire le laissait, parfois il ne le laissait pas, ou parfois il a entendu oui dire que, mais c'est à toi de valider. Puis effectivement, le répertoire des terrains contaminés n'est pas toujours 100% fiable. Donc effectivement, une recherche photo-interprétation, ça peut être une option si vous avez les compétences à l'interne, bien sûr. Ou les photos aériennes du temps d'avant. Ah, mais ça se trouve. La municipalité, non? Ça se trouve, ça se commande. Il faut le payer, là, mais ça se commande. Oui. Parfois, les universités, si vous avez accès, les universités peuvent avoir des sources de données comme ça. Il y avait, Nicolas, je pense qu'il y avait une question en ligne. OK. Pour les sols contaminés, souvent, quand tu as besoin de sortir, dans le fond, de la terre ou du matériel, là, tu as besoin de faire des analyses de sol parce qu'il faut que tu saches où est-ce que tu dois aller le porter. Là. Fait que souvent, nous, on l'envisage d'office, fait qu'on va devoir faire des analyses de sol, fait qu'on le prévoit en amont. Il faut juste prévoir les coûts. Là. Alors, dernière question, une question en ligne de la part de notre collègue Claire Pedro d'Environnement Côte-Nord. C'est en 2 parties. Premièrement, est-ce qu'il existe un guide ou un outil quelconque qui liste les espèces les plus pertinentes à utiliser dans les aménagements selon les caractéristiques du site, à part le site dont Nilsson parlait?
Et deuxièmement, est-ce que ce sera envisageable d'avoir une formation sous les pavés donnée par les creux qui travaillent ce projet? En dehors de l'outil que Nilsson mentionnait, il y a aussi un autre guide sur les espèces qui sont par exemple plus adaptées en bande riveraine, donc en milieu humide aussi. Je pourrais essayer de le retrouver, de l'envoyer Bérénice pour... Ouais. Ouais, je pense, ouais. Il y a certaines municipalités aussi qui ont déjà des guides, notamment Sherbrooke a un guide qui est disponible, qui va caractériser un ensemble d'espèces, principalement des espèces indigènes. Puis, elles sont adaptées à quoi comme milieu, comme type de sol et ainsi de suite. Donc, ce sont des outils qu'on peut partager aussi. Ben, juste pour compléter ça, on a un guide, on a un guide de plantation là, qui aide un peu, mais on a un CI3S qui travaille là-dessus en ce moment, puis ils ont vraiment, on parlait des espèces toxiques, les espèces allergènes, les espèces, ils ont tout répertorié ça, fait qu'il en reste 3 que tu peux planter, non, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, mais c'était hallucinant. Mais j'ai révisé le guide, puis je pense que ça va être un bon outil, je pourrais vous le faire parvenir. Puis aussi, on a testé le fameux intelligence artificielle à demander comme hey, on a ça, le soleil est là, tel sol, telle température, telle zone. Puis il te sort quand même des choses qui avaient de l'allure, selon notre biologiste. Bon, voilà. Ben, la formation sur le pavé, elle a lieu actuellement. Elle est déjà commencée, la phase 3. Mais je ne sais pas. Je sais que là, il y a une cohorte actuellement, mais oui, tu sais s'il y a une prochaine cohorte qui part? Non, la cohorte actuelle, elle est en route, puis à ma connaissance, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres prévues. Non, c'est ça. Par contre, la question à savoir, est-ce que c'était à savoir si on pourrait offrir cette formation-là? Les creux pourraient reprendre le contenu pour l'offrir aux autres creux? C'est le Centre d'écologie urbaine qui offre cette formation-là. Ouais, c'est leur formation. Mais il y a peut-être quelque chose à faire.